Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir tous les jours et dans tous les domaines. Il y a une victoire qui vous attend aujourd'hui et j'ai la grâce, l'honneur d'être avec Lifa. Salut Lifa. Salut Emma et bonjour à vous tous. Effectivement, nous sommes dans cette merveilleuse série sur les clés pour pouvoir donc exercer un mentorat dans la vie de quelqu'un, pour pouvoir l'accompagner jusqu'au succès. Et aujourd'hui, on aimerait parler du mentorat dans le milieu séculier au travail. Effectivement, tout le monde n'est pas forcément dans le ministère à temps plein. Et puis même si vous êtes dans le ministère, ces clés également sont bonnes puisque nous allons donc vous aider donc à pouvoir propulser d'autres personnes, co-travailleurs ou peu importe des leaders qui sont avec vous. Et la première chose en fait qu'on aimerait vous partager, c'est que pour pouvoir propulser des gens dans un travail, il va falloir leur dégager la voie pour qu'ils puissent prendre leur envol. Et je me souviens, en fait, quand j'ai commencé à travailler au Parlement fédéral belge, en fait, mon travail, d'ailleurs, consistait à rédiger des lois donc, dans le milieu du droit social pour l'ensemble du pays, dans l'ensemble de la nation. Et en fait, pour pouvoir accéder à ce travail, c'est ma belle-sœur, Myriam, ta sœur, qui a répondu elle-même à un autre appel. Et aujourd'hui, elle exerce vraiment des grandes fonctions dans le pays. Et pour ça, elle a dû se libérer de cette tâche-là. Et elle a ensuite favorisé mon dossier. Et donc voilà, c'est ça, en fait, c'est vraiment ce que les gens font pour pouvoir favoriser d'autres personnes, ou en tout cas pour pouvoir mentorer d'autres personnes. Il va falloir des fois dégager le ciel pour que quelqu'un d'autre puisse prendre son envol. Et puis c'est aussi simple que ça. Pendant que vous-même vous êtes promu, pendant que vous-même vous avancez dans vos objectifs, il y a une voie qui se dégage et vous pouvez, si vous êtes en mentorat ou en tout cas si vous êtes en train d'accompagner quelqu'un ou d'aider quelqu'un, vous pouvez le propulser. Et c'est vraiment une bénédiction que d'avoir un couloir que nous-mêmes nous avons peut-être ouvert, une voie que nous avons ouvert, et puis de pouvoir emmener à sa suite d'autres personnes. C'est une grâce et à laquelle Dieu vous a appelé, et vous pouvez en faire profiter plus d'un. C'est vraiment ça. Et ce que j'aime avec ce sujet dans le monde séculier, mais nous, on a vraiment le regard de la foi là-dessus, c'est que le monde séculier, en général, c'est je t'écrase pour mieux monter. Oui. C'est en fait, on va pas utiliser les gens comme, ok, je veux t'aider, je veux t'amener vers ton rêve, mais c'est plus genre, je vais marcher sur toi parce que tu seras Ça va me propulser. Voilà, tu seras mon marchepied, tremplin. mon tremplin. Et justement, dans l'Église, en fait, on doit comprendre en tant que croyant que quand on sort de l'Église, quand on sort des quatre murs de l'Église, eh bien, on amène cette lumière avec nous et on fait un peu l'inverse de ce que le monde fait. Donc nous, les gens ne sont pas des clés, des portes, des tremplins, des quoi que ce soit. Les gens, en fait, sont là pour... Dieu les a mis sur notre chemin, c'est parce que Dieu veut qu'on puisse les propulser. Oui. Et donc, c'est ça, voir aussi la mort à soi, voir les intérêts des autres avant les nôtres. Oui. C'est ça, aussi dans le travail. Alors, la plupart des gens vont dire, oui, mais non, mais ça, c'est un monde de bisounours, parce que comment je peux réussir dans le travail si je fais toujours la place aux autres? Tu seras très étonné que ces qualités, que cette aptitude à élever l'autre, eh bien, ça va te propulser toi aussi dans ta destinée. Un jour, je devais être promoteur d'un mémoire. En fait, je corrigeais le mémoire d'un jeune qui terminait ses études de kiné, qui était en dernière année de master. Et je corrigeais son mémoire et c'était moi qui devais noter la note finale. Et ensuite, on se présentait, donc moi et mon protégé, devant un jury. Donc c'était à l'UCL, en Belgique. Et puis moi, j'étais là comme soutien de son mémoire. Alors ça m'avait marqué parce que moi-même, j'avais vécu la même expérience, parce que quand tu termines tes études, tu fais toujours un mémoire. Ouais. Et j'avais vécu une expérience avec un mentor qui était un promoteur de mémoire qui n'était pas croyant. Et ce gars, donc il m'avait vraiment démonté
à mon jury. Mais vraiment, il m'avait cassé. En fait, ce qui se passe, c'est que j'étais enceinte de ma dernière fille, donc en dernière année première fille, pardon, en dernière année d'études, c'est ça, donc de Noémie. Et bah, forcément, bah, t'es enceinte, tu dois à un moment donné accoucher. Donc j'ai eu un peu de temps où j'étais pas présente sur mon lieu de stage, mais franchement j'ai fait à fond les choses. Je pense avoir fait un très beau mémoire. Et le jour J, le jour où je dois défendre mon mémoire, donc j'ai fini mes études, j'ai terminé mes études. Noémie était née, elle était dans mes bras là juste avant de rentrer devant mon jury. Je la laisse à mon père, je rentre dans le jury, et là je me dis il y a quelqu'un qui est là pour me défendre. Il est avec moi, on est ensemble là. Et lui, ce qu'il fait, alors je ne sais pas quel intérêt il a à faire ça, parce qu'il est déjà kiné, il est hyper renommé. La plupart des gens qui sont là sur cette table sont renommés. Ouais. Il me casse, il commence à me poser des questions pièges. Et donc, ce n'est pas du tout un soutien pour moi. Et ça m'avait vraiment traumatisée. J'ai réussi, malgré tout, j'ai une très bonne note, parce que heureusement, il n'y avait pas lui qui notait, c'est lui qui m'a mis la pire note. Ouais. Et je me dis, le jour où moi m'appelle pour faire ça, je me dis, moi, je suis la lumière du monde et je vais faire le contre-pied. Je vais être juste. Je vais pas noter une note que ce garçon ne mérite pas, mais je vais bien le juger. Et donc, je lui donne une très bonne note parce qu'il l'avait mérité, il avait bien travaillé. Le jour de la défense du mémoire, on habitait dans la même région et je lui dis, écoute, comme on habite dans la même région, viens avec moi dans ma voiture, je t'emmène. Et lui, il avait décidé de partir en train. Je dis, je comprends, peut-être qu'il n'a pas envie d'être avec son promoteur de mémoire, il n'a pas envie d'être avec moi dans la voiture, je peux comprendre. Pas de souci, je vais à Bruxelles en voiture et lui, il me rejoint en train. Sauf que quelqu'un se suicide sur les rails du train, là, et donc son train, il est à l'arrêt. Et donc, j'ai le gamin qui est genre plus d'1 heure en retard à sa défense de mémoire. Je suis là dans la pièce avec tous les autres, c'est pas les promoteurs, donc tous les jurys de l'UCL. Tout le monde veut partir. Tout le monde dit, là, tant pis, je suis désolée, il est en retard, c'est la faute de personne, c'est la faute de lui, c'est la faute de tout le monde, enfin, je veux dire, c'est la faute de personne, donc tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Et donc, à ce moment-là, ce jeune-là, il est là-bas, il m'appelle. Il me dit, Emma, s'il te plaît, je sais rien faire, j'attends, et tout, que le train repart, etc. Et donc là, c'est mon rôle à ce moment-là de dire, soit je vais être comme le monde et dire, tant pis, il avait qu'à. Je m'en lave les mains, c'est pas mon problème, parce que moi aussi, j'ai une réputation à tenir. Soit je me dis, je vais me battre pour lui. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Je me suis battue pour lui. Je disais aux gens, il arrive. Et tu sais, lui, il me disait 10 minutes. Moi, j'étais là, je suis, qu'est-ce que je vais dire? Je vais pas dire 10 minutes, je vais dire. Donc, j'essayais vraiment de tout faire pour que les gens restent. Et finalement, ils sont restés. Jusqu'à la dernière minute, ils voulaient partir. Je les retenais presque dans la pièce. Il est venu, il a défendu son mémoire, il a réussi. Et on lui a tous mis une très bonne note. Et même quand on a délibéré, à la fin, il voulait encore lui donner une mauvaise... En fait, il voulait lui faire recommencer. Et je leur ai dit non, j'ai pointé ce qui allait bien. Et quand j'ai pointé ce qui allait bien, ils se sont dit, ouais, c'est vrai, il mérite quand même de réussir. Et puis, il a réussi. Pourquoi je donne cette anecdote? Parce que je crois qu'en tant que croyant, c'est ça notre rôle. C'est de protéger, c'est de prendre soin des gens, c'est de ne jamais tirer l'autre vers le bas. Tu peux être objectif et toujours trouver du positif dans un mémoire. Tu peux trouver du positif dans un de tes collègues. Si tu regardes bien, tu vas trouver des qualités que tu pourras mettre en avant. Et donc, c'est ça. Donc, promouvoir les autres, être un tremplin, nous, pour les autres, c'est ça. En fait, en tant que croyant, nous sommes finalement comme des agents de promotion mandatés faits par Dieu dans la vie de quelqu'un. Et en fait, quand Dieu nous place à un endroit, c'est sûr en fait que derrière, on a d'autres personnes aussi qu'on va pouvoir placer, qu'on va pouvoir propulser. Et quand je regarde un peu des fois comment les gens fonctionnent, et les gens du monde et des fois les gens d'église, c'est que quand on se place à un endroit, on se dit, ok, chasse gardée, je vais protéger ma place et puis je vais pas me mouiller pour quelqu'un d'autre. C'est notre place que l'on protège. Des gens se sont mouillés pour nous et je veux dire, et même si personne ne l'a fait, on peut aussi faire aux gens ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous-mêmes, ce qu'on aimerait que les gens fassent pour nous-mêmes, et donc on peut aussi se mouiller pour d'autres personnes, parce que c'est sûr que recommander quelqu'un, parler en faveur de quelqu'un, c'est finalement s'associer à elle, donc c'est vraiment se mouiller pour quelqu'un d'autre. Dans un travail, par exemple, on est un peu gêné parce qu'on se dit, s'il travaille mal, ce sera moi. Et c'est vrai aussi. Mais c'est le risque à prendre. Et si ça se trouve, il y aura que des éloges, et ce sera aussi les éloges pour toi. Et en fait, il faut être capable de prendre. C'est les règles du jeu. Tu vois, c'est que si tu prendras les éloges. Mais il faut prendre des risques. Mais il faut prendre le risque aussi. Peut-être que la personne ne sera pas super forte dans son travail. Puis, ce qui manque dans cette société, c'est vraiment il manque des talents. En fait, le talent, c'est ce qui est rare, et donc forcément, c'est ce qui est cher. Et puis, si toi, tu peux être un déceleur de talent, bien, mais tu deviens aussi quelqu'un de rare.
Mais pour oui, ton entreprise. c'est quelqu'un de la Donc, valeur. tu deviens quelqu'un de la valeur. Donc, oui, c'est pour vous aider, au fait, à vous mouiller là-dedans. On doit, pour se mouiller, comprendre que il y a aussi un réel bénéfice réellement à propulser des gens. Quand quand tu as propulsé quelqu'un justement qui porte énormément de fruits, eh bien, ça devient maintenant ça va devenir une habitude chez les autres de te demander est-ce que tu as quelqu'un à me recommander Mais oui, parce que tu es quelqu'un qui me recommande toujours des bonnes personnes. exactement. Et une deuxième chose en fait qu'on peut faire, donc la première chose c'est vraiment de dégager la trajectoire et puis une deuxième chose qu'on peut faire c'est aider les gens à reproduire le même processus de succès. Tu as été dans une place, tu as eu du succès, aide les gens à reproduire la même chose. Ouais. Comment Donne tes clés, donne tes donne clés. tes secrets. Exactement. Franchement, les gens, ils gardent leurs secrets là. En fait, quand je regarde un peu comment les gens gardent leurs secrets, ça me fait penser vraiment au processus Ford. Le processus de fabrication, ou en tout cas de management des ressources humaines Ford, ce qui a donné le travail en chaîne Ford, là, c'est un process tellement ingénieux, au fait, à cette époque-là, où on perdait énormément de temps, en fait, par du travail qui n'était jamais fractionné. Tout le monde faisait la même chose. Et puis, le travail en chaîne qui a été fait par Ford, il a révolutionné vraiment le monde de l'industrie. Et Ford à partager. Et ainsi de suite. En fait, une des personnes qui m'a réellement marqué ces dernières années, c'est l'église Hillsong et puis le pasteur là, Austin Hillsong, en fait, qui a partagé l'ensemble des process Hillsong. Mais on sait que c'est pas, vous savez, ce que vous produisez, ça a de la valeur, mais aussi la méthode, la manière avec laquelle vous produisez, la méthodologie qui est utilisée, ça a aussi de la valeur. On appelle ça une propriété intellectuelle. Donc, partager des choses qui ont de la valeur, c'est comme c'est donné gratuitement. Pourtant, ça aurait pu faire l'objet d'une formation payante. Les gens auraient payé pour avoir accès à cette méthode de travail d'Hillsong parce que ça a apporté énormément de fruits. Ce sont des millions de croyants de par le monde qui sont touchés. Et puis aussi un groupe de musique que nous connaissons tous aujourd'hui qui a réellement eu un vrai impact dans la vie des gens. Donc c'est ça en fait dont on est en train de parler. Et puis quand ils partagent toutes leurs ressources, parce qu'ils ont partagé toutes leurs ressources d'église, leurs méthodes, c'est accessible aujourd'hui. Je me dis, là en fait, on est dans des gens qui se disent, j'aimerais que les autres puissent participer ou en tout cas profiter au même processus de succès dont j'ai bénéficié, en tout cas que j'ai peut-être créé, mais qui m'a aidé Je me à souviens réussir. quand ils ont partagé ça. Tu m'as dit Hillsong, regarde Emma, Hillsong, ils relâchent toutes leurs ressources et tout ça. Et puis Oui. j'arrêtais pas de te dire mais est-ce que c'est payant? C'est pas possible, c'est gratuit, c'est pas possible. Et j'arrivais pas à imaginer qu'ils puissent mettre ça à la disposition du public totalement Oui, ouais. gratuitement, parce que je savais à quel point c'était des pépites, à quel Oui. point si on met réellement en pratique tous les processus d'Hillsong, tous les process d'Hillsong, mais réellement on sait qu'on va apporter beaucoup de fruits. Oui. Et je me demandais mais comment, mais pourquoi? Et non, c'était vraiment une vraie décision de dire vraiment allez-y, je mets à la disposition du grand public, Ouais. de tous ceux qui veulent. Mais comment est-ce qu'on fait notre équipe d'accueil? Tout ce qu'ils ont. C'est Et vrai. nous, en fait, on se sert de ça au quotidien. Oui. Il n'y a pas de secret là. Pourquoi réinventer la roue? Quelqu'un l'a déjà fait. Ça fonctionne, Hillsong. Donc Ouais. nous, on s'en sert au quotidien en gestion d'église parce qu'on se rend compte qu'Hillsong, ils ont porté du fruit. On se dit, allez, let's go. Et du coup, c'est génial parce qu'ils ont pu se reproduire dans plein d'églises sans même s'en rendre compte, juste en donnant. Ouais. Et c'est ça, finalement, aussi, être un vrai mentor, c'est être capable juste vraiment de donner gratuitement, de relâcher le savoir, relâcher des astuces, relâcher des trucs, sans être relou, tu vois, sans être le gars qui sait toujours tout, parce que ça aussi, on connaît. Mais c'est vrai, il faut trouver un équilibre. On connaît le gars qui veut toujours donner des conseils sur tout et puis qui connaît tout mieux que tout le monde et qui a toujours son mot à dire. C'est pas le cas. C'est pas ça qu'on veut faire. On veut pas être là en train de saouler par rapport à notre grand cerveau. Ce qu'on veut, c'est que réellement nos réalisations, ce qui est réel, ce qu'on a vraiment fait, soit à la disposition de ceux qui veulent, de ceux qui nous demandent, d'être toujours une personne disponible. Ouais. Que les gens se disent, ah, elle est disponible, elle, je peux lui demander, Emma, t'as fait ça comment? Emma, t'as fait ça comment? Et moi, je serai toujours là pour répondre correctement. C'est ça que je veux dire, il faut trouver un équilibre, pas non plus être le monsieur je sais tout. Quoi, Mais tu non, vois. oui. Mais le point, c'est que si on est une personne ressource, parce que c'est ça, en fait, ici, ce qu'on voudrait vous dire, c'est que à un moment donné dans le travail,
vous pouvez être une personne, vous pouvez devenir cette personne ressource. C'est ça. Mais si vous êtes cette personne ressource, ça veut dire que vous distillez cette ressource selon les besoins, selon la demande. Oui, voilà. Vous n'êtes pas en train de balancer votre sagesse, balancer votre science à tout va, à n'importe qui, même à des gens qui ne sont pas demandeurs. Le pire est de demander d'ailleurs de balancer sa science à des gens qui ne sont pas demandeurs. C'est ça, en fait. À tous les détours d'une conversation, Non, pitié. on balance ta science, Non, tu balances ce que tu connais, etc. Non, mais non. Il n'y a rien de plus affreux. Et puis, c'est comme donner de la nourriture à des pourceaux, de la nourriture digne à des pourceaux. Donc, en fait, là, on veut réserver nos ressources pour vraiment ceux qui en ont réellement besoin et qui valorisent ces ressources. Donc, ce sont des gens qui vont venir près de nous. Ce sont des gens qui vont être demandeurs. Ils vont savoir, OK, ils te reconnaissent comme ressource et à chaque fois qu'ils en ont besoin, OK, eh bien, ils vont t'appeler. Moi, il y a des gens qui me reconnaissent comme une ressource, notamment en matière d'immigration au travail, parce que ça a été la première matière dans laquelle j'ai travaillé avec des fruits. Bien, à chaque fois qu'ils en ont besoin, un confrère, etc., a besoin d'avoir une analyse sur un dossier d'immigration, eh bien, on va m'envoyer un mail, peu importe où ils en sont dans leur propre spécialisation. Ils vont m'envoyer un mail, me demander, OK, je sais que toi, tu t'y connais pas mal, OK, je rencontre telle situation. Et là, on va lui balancer du coup la connaissance sur ce point bien précis, certainement pas en élaborant sur d'autres dossiers ou sur d'autres situations, mais c'est parce qu'on veut être une personne ressource, donc on veut distiller avec sagesse, avec modestie. C'est ça. Ouais. Et la sagesse, la modestie, c'est vraiment une clé. Mais ça n'empêche pas d'être force de proposition, tu vois. Ça, c'est vraiment important de le dire parce que l'équilibre, il est des fois un peu infime entre mais attends, mais est-ce que je vais proposer, est-ce que je suis pas du tout, est-ce que je deviens pas Madame je sais tout? Ouais. Si je vais proposer à tout va. Donc, je crois qu'il faut juste trouver un équilibre. Oui. Il faut voir les besoins. Et quand tu vois un besoin, tu vas chez la bonne personne, pas chez tout le monde, proposer. J'ai plusieurs exemples comme ça. Quand j'étais en Europe, quand on était en Belgique, on a fait donc mon cabinet de kiné à la maison. Et moi, je suis une personne, j'aime l'eau. Je trouve que l'eau a des belles propriétés pour même thérapeutiques. Oui. Et j'ai toujours aimé ça. Et donc, je me suis spécialisée en hydrothérapie et je me suis dit, faisons une piscine à la maison. On fait une piscine chauffée. Et là, je commence à travailler dans plusieurs endroits qui n'ont pas de piscine. Et puis, c'est des centres pour personnes handicapées. Et là, je me dis, tiens, là, je peux être force de proposition. Ouais. La piscine est là. Moi, j'aime ça, faire de la rééducation dans l'eau. Ouais. Ça ne coûte rien de proposer. Mais je ne propose pas à n'importe qui. Je ne propose pas à tout le monde. Je ne propose pas comme ça au hasard à un éducateur qui passe par là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre rendez-vous avec le directeur d'un centre et dire, voilà, écoutez, il y a cette possibilité. Ce n'est pas pour donner mon grand savoir. C'est parce que je pense que les patients peuvent en bénéficier. Et ça peut être vraiment un vrai atout pour votre centre aussi. Donc, si ça vous dit, moi, je suis déjà votre kiné, donc vous pouvez venir à mon cabinet et je ferai la rééducation dans l'eau. Cool, tout le monde est content. Ou j'ai une femme enceinte qui vient dans mon cabinet. C'était pas prévu, il n'y a pas une ordonnance là pour l'eau, tu vois, c'est pas prévu pour ça. Mais je vois qu'elle est en fin de grossesse, et des fois, elles sont un peu lourdes et tout ça. Je lui propose. Je lui dis, tiens, est-ce qu'on ferait pas un soin dans l'eau? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut trouver les bonnes personnes à qui tu vas faire tes propositions. Oui. Il faut être une vraie solution pour quelqu'un. Oui. Pas juste dire parce que tu veux montrer que tu as une belle piscine, tu vois. C'est être là pour être une vraie solution. Et quand tu vois un patient dans l'eau, tu sens que, OK, ça valait la peine de demander parce qu'un patient qui a un handicap, par exemple, qui ne sait pas marcher, dans l'eau, il est tellement léger qu'il a l'impression un peu pas de marcher, mais en tout cas d'être léger. Il sent plus cette lourdeur dans son corps. Ouais. Et ça vaut la peine, tu vois. En fait, dans le milieu professionnel, ce qu'on va faire justement pour pouvoir être pour accompagner les autres. Donc, soit on va recevoir des demandes, des questions, on va recevoir des demandes comme ça d'intervention et on va y répondre, mais en même temps, au plus ces demandes s'accumulent, au plus on va comprendre qu'il y a un besoin d'information. Ça veut dire qu'il y a un manque là-dedans d'accessibilité à une information cruciale pour le grand public. Et donc, à ce moment-là, on peut choisir. Soit on est comme le passeur d'Issang, on le distribue gratuitement, ou soit on en fait une opportunité de business aussi. Donc ça veut dire que tout donner gratuitement, bien sûr. Ouais, on peut très bien. Moi, je valorise quand même ce qu'il a fait, mais je valorise aussi ceux qui se disent. Moi, mon boulot aujourd'hui, c'est d'être coach. C'est d'aller vers le milieu du coaching, mentor. Professionnel. Non, bien sûr. Et donc, ces gens-là, ils vont faire un accompagnement personnalisé. Donc, on peut l'entendre, mais toujours est-il que là, le point, c'est de se dire, OK, j'ai pas mal de questions que les gens me posent, et bien alors, ça veut dire que je peux créer une information, devenir une personne ressource pour plus de personnes, parce que c'est quelque chose qui est assez répétitif. Mais on en revient toujours à la relation, tu vois. Ça veut dire que...
devenir une personne ressource, il faut quand même développer quelque chose, soit une relation de confiance, soit une notoriété, une intégrité, Ouais. que les gens... De compétences. Une compétence, Une tu vois, une compétence, ouais. compétence. Je me rappelle un jour, c'était encore en Belgique aussi, et tu étais avocat depuis un petit moment, et tu commençais à faire pas mal de droits criminels, tu commençais à avoir quand même pas mal de clients que tu défendais pour plein de dossiers. Ouais. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens autour de nous, l'Église, toutes les personnes qui gravitent autour de nous, la famille, se disent, finalement, à qui je vais penser quand je vais avoir besoin d'aide, parce que ça arrive, alors je ne vous souhaite pas d'avoir des problèmes juridiques, mais ça arrive, malheureusement. Oui. Je me rappelle d'un jeune qui te téléphone, un jeune de l'église qui te téléphone parce qu'il a fait un délit de fuite, tu vois, et il se dit, je fais quoi ? C'est ça. Pasteur? Parce qu'il sait que tu es pasteur, mais il sait que tu es aussi avocat. Ouais. Et il a confiance dans les talents que Dieu a déposés en toi. Il te reconnaît Ouais. comme un mentor intègre. Et il se dit, je peux aller le voir. Il va me donner le vrai conseil. C'est Je suis en ça. délit de fuite, là. Tu vois, est-ce que tu peux raconter rapidement ça? Parce que c'est vraiment... on n'a pas beaucoup de temps, mais rapidement, parce que c'est important que les gens comprennent que le mentorat, c'est aussi une question d'intégrité Bien et sûr. de caractère. En fait, quand vous devenez une personne ressource, en raison d'une compétence, de connaissance, il faut l'exercer avec c'est vrai, de l'intégrité et puis avec habilité, Oui. notamment. C'est ça, Et donc, en fait, professionnalisme. Et puis, la personne, en fait, me contacte justement parce qu'elle avait renversé une personne et fait un délit de fuite et puis prévoyait de fuir. Prévoyez de quitter le pays. Prévoyait de fuir. Elle estimait que c'était le plus logique à faire. Et puis, des proches aussi lui recommandaient De fuir. d'agir comme ça. T'imagines? C'est ça. Et puis, donc, moi, en fait, je lui ai dit la chose déjà la plus avisée, là, c'est certainement pas de fuir, c'est de regarder quelles sont les conséquences. Donc, dans ce genre de situation, il faut toujours regarder quel est le worst case scénario, quel est le pire des cas, la pire des scénarios, le pire des scénarios qui peut arriver pour moi. Et donc, je lui ai expliqué, bien entendu, il y avait des peines de prison, mais je lui ai dit, mais maintenant, en faisant un pas vers la justice peut faire aussi un pas vers toi. Vrai, et donc, après, on n'y voilà, pense pas dans ces moments-là, on voit tout en noir. C'est ça. Et puis alors, bien entendu, je lui ai expliqué que j'allais pouvoir le représenter. S'il fuit, comment tu veux être représenté? C'est ça. Tu vois, c'est ça. Donc, au final, la personne a suivi mes recommandations. Elle s'est rendue à la police. Elle s'est rendue, elle a pu éviter la prison. Et puis, au fin des fins, elle n'a jamais passé même une nuit en Très prison. important dans cette histoire, c'est que c'est une histoire, mais vraiment, elle est horrible au départ, mais elle est merveilleuse à la fin. C'est qu'il y a un pardon. C'est qu'elle retrouve la personne. Oui. La personne, c'était une personne qui avait été hospitalisée, mais gravement, Oui. là, qui avait frôlé la mort. Qu'elle retrouve la personne, elle se retrouve, je sais plus, via Facebook, peu importe. Ouais. Elle demande pardon, elle écrit une lettre Oui. de pardon, la personne accepte le pardon. Oui. Après, il y a eu toute la famille qui lui en voulait aussi, forcément. T'as laissé notre enfant là sans l'aider, là, tu vois. C'est ça. La famille aussi accepte le pardon. Il y a eu toute une réconciliation. La personne, donc le jeune homme n'a jamais fait de prison. Regarde la situation. Parce que tu as été une personne ressource, intègre, parce que tu lui as donné les bons conseils, eh bien aujourd'hui, sa vie, la vie... Peut-être pas les conseils qu'on aimerait entendre dans ce genre de situation. À ce moment-là, c'est sûr que tu as envie d'entendre, non, viens, on prépare ta fuite, viens, on va vivre je sais pas où, etc. Tu as peut-être envie d'entendre ça, mais si tu te poses et que tu vas trouver la bonne personne, une personne intègre, une personne ressource, une personne que tu considères comme un mentor dans ta vie, tu vas être étonné de voir en fait que c'est moins noir que ce qu'on pense. C'est moins, même si cette histoire, franchement, on est d'accord, c'est cata là, c'est vraiment une catastrophe. C'est grave, oui. Tu vois, même cette histoire, au final, des années après, avec le recul, on est d'accord que le scénario, et comme tu as donné le worst case scénario, était même loin finalement du worst case. La personne n'a jamais fait de prison. Jamais. La personne, il y a eu un pardon, une réconciliation, une paix. Tu vois, parce que la personne a su reconnaître en toi. Un mentor, une personne intègre qui a lui donné de bons conseils, et elle a choisi d'écouter aussi, tu vois. Elle aurait pu se dire, oui, il m'a donné ce conseil-là, mais je vais quand même faire à ma tête. T'imagines, la personne aurait vécu toute sa vie comme un fugitif. Mais qui veut vivre comme ça, comme un fugitif dans un autre pays ou quoi que ce soit, avec une épée de Damoclès? D'ailleurs, c'est quelque chose aussi que je lui avais présenté. J'ai dit, ok, imagine, tu prends ce choix-là maintenant. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Toute ta vie, tu seras un fugitif. Voilà. C'est pas une vie pour quelqu'un, tu vois. Puis tu sauras jamais ce qu'elle est devenue, la personne. Tu sais, qui priait même pour cette personne, tu vois, qui était hospitalisée. Il y a vraiment eu un vrai travail. Donc, c'est pas simplement un travail juridique que tu as fait. Tu as vraiment fait un package. Et moi, ça m'avait vraiment impressionné parce que tu avais réussi à être hyper pro, tu vois, sans de jeter des fleurs. Moi, j'ai été témoin de. Non, mais c'est vrai, j'étais témoin de ça d'un œil extérieur. Je trouvais que c'était vraiment remarquable d'être capable de dire à un jeune
qui, lui, pensait que s'il se rend, il gâche sa vie. Ouais. Sa vie était finie. Ouais. Je crois qu'il venait d'être majeur en plus. Donc 18 ans à peine, tu vois. Il se Mmh. dit, bah, c'est tout, ma vie s'arrête là, en fait. Je vais faire combien d'années de prison? On savait même pas si elle était entre la vie et la mort. Ouais. Donc on a prié pour cette femme pour qu'elle Pour, survive. On a c'est ça, prié pour sa sa santé. santé. On a Ensuite, pour déclaré la vie. une bonne guérison parce On a- qu'elle a dû se rétablir On a quand prié même. pour qu'il n'y ait pas de séquelles. Mais dans tous les cas, vraiment, Dieu était bon. Et Dieu a mis sa Ouais, main. Dieu a mis Et sa main. parce qu'il y a eu une personne ressource, parce qu'il y a eu un mentor. Mmh. Donc vraiment que personne n'hésite à aller trouver quelqu'un, peu importe la situation, des fois qui semble catastrophique. Mhm. On a l'impression qu'on est au plus fond du fond. C'est là qu'on a besoin d'un mentor. Oui, C'est là qu'on a besoin oui. d'une personne ressource, une personne capable et une personne intègre qui va pouvoir Mhm. nous donner les bons conseils, qui va pouvoir nous encadrer spirituellement, Ouais. de façon professionnelle aussi. Donc c'est vraiment, vraiment important. En tant que croyant, on doit être des croyants professionnels. Tu Amen. vois, tu peux être chrétien et être pro. Amen. C'est Amen. le mot de la fin. Oui. Donc c'est ça, c'est déjà le mot de la fin. Ouais, c'est ça. On peut et on doit être des chrétiens mentors dans notre milieu séculier aussi, professionnels, des personnes ressources en qui les gens vont vraiment avoir confiance et ils vont pouvoir se tourner vers nous et on va pouvoir leur donner des bons conseils. Donc vraiment, c'est déjà tout. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour continuer cette merveilleuse série. Et d'ici à la prochaine fois, rappelez-vous de ceci, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous richement bénis.